Investir en ETF est une bonne méthode pour s'enrichir sur le long terme. Généralement, on commence par un ETF monde et puis pourquoi pas un ETF SP500 et les plus téméraires vont vers des ETF pays émergents. Ces trois placements en ETF sont les plus populaires et les plus connus, mais il en existe des centaines et même des milliers d'autres des types d'ETF et je t'en ai sélectionné 10 pour cette vidéo que je vais te présenter un par un. Derrière chaque ETF, il y a à chaque fois une petite histoire, un pari sur l'avenir que tu pourras raconter aux gens. C'est beaucoup plus excitant, je trouve, que les typiques ETF Monde, ETF SP500, etc. qui sont des ETF excellents, d'accord? Les gens qui s'intéressent peu au domaine de l'investissement, qui prennent un ou deux ETF, pourquoi pas? Bien sûr, ça va fonctionner et au moins tu investis ton argent et tu fais de ton mieux. Mais les ETF thématiques, je trouve, apportent une touche de fun au portefeuille boursier. Personnellement, j'ai évidemment la conviction sur certains ETF qui peuvent fonctionner, c'est des petits paris et quand j'en parle à des amis, je dis bah tiens, j'ai investi sur l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'ai investi sur le bois, sur ceci, sur cela. C'est des trucs intéressants, il y a une petite histoire derrière, mais attention, c'est à manier avec précaution. C'est des ETF qui sont plus volatiles, parfois plus dangereux, qui peuvent rapporter plus et qui peuvent rapporter moins que les classiques ETF Monde et compagnie. C'est pourquoi je dois toujours signaler comme d'habitude qu'il n'y a aucun conseil en investissement sur ma chaîne, ça reste du divertissement. Sur YouTube, aucune recommandation d'achat ou de vente, tu dois également faire tes propres recherches et prendre tes propres décisions puisqu'investir comporte des risques de perte en capital. Et on commence avec un ETF eau puisque dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. L'eau peut carrément être un challenge pour l'avenir. C'est une ressource qui peut devenir de plus en plus rare et précieuse en termes de ressources économiques puisque les pays émergents, l'augmentation de la population, etc. Il y a plein de facteurs qui font que l'eau est maintenant surnommée l'or bleu. Donc on pourrait éventuellement se positionner au début d'une vague concernant les entreprises actives dans le domaine de l'eau puisque pour investir dans l'eau, on ne va pas acheter de l'eau, ce serait débile. On va acheter des entreprises actives dans ce domaine qui, si elles arrivent à travailler, à trouver des solutions pour économiser l'eau, pour la filtrer efficacement ou pour être plus économique, eh bien ces innovations dans le domaine de l'eau seraient ultra utilisées à travers toute la planète. Par exemple, une entreprise qu'on verra, Geberit, a mis au point un système qui utilise 2 fois moins d'eau par chasse d'eau pour les toilettes. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais c'est hyper important. Utiliser 2 fois moins d'eau pour chaque chasse d'eau, c'est une innovation de zinzin. Donc, il faut la prendre en compte et se dire que ce type d'entreprise peut cartonner à l'avenir. Ou pas évidemment, c'est le risque des ETF thématiques, mais ça peut être la petite dose de pari et de fun que tu rajouterais à ton portefeuille. Attention évidemment que ça pourrait très bien ne pas fonctionner, donc il faut en être conscient, il faut se dire ok, j'ajoute ce type d'ETF parce que j'y crois, j'aime bien l'histoire qu'il y a derrière et si jamais ça marche pas, ben voilà, j'ai pas mis grand chose dessus, j'ai essayé d'un petit peu tester et si ça fonctionne, j'aurai une chouette histoire à raconter, si ça fonctionne pas, ben voilà, c'est pas grave pour moi. Donc on s'adresse vraiment ici à une cible particulière de gens qui sont pas à fond dans l'optimisation, tu vois, en termes d'ETF et de placement, c'est mon cas. Moi, je suis pas à 10 euros, 100 euros près, donc j'ai investi un peu sur un ETF haut par exemple. Si ça marche, je suis content, je trouve ça vraiment fun et j'aime bien soutenir ce type d'entreprise. Et d'ailleurs, si ça fonctionne pas, je me dis que j'ai un peu soutenu le business et le commerce de l'eau et ce genre d'innovations qui sont bonnes pour la planète. Donc finalement, moi, je suis content. Cet ETF-O, sur un an, ici récemment, il a fait 15%, ce qui est franchement pas dégueu, je trouve. D'accord, il y a des SP500 qui ont fait presque 2 fois plus, mais 15% pour un ETF-O, alors que ce n'est pas encore un énorme challenge aujourd'hui, en tout cas pour les pays développés, même si, attention, il y a des moments où on ne pouvait pas arroser notre pelouse, on ne pouvait pas laver notre voiture. Enfin, c'est quand même des restrictions qui sont graves, je trouve, pour des pays développés comme la France, la Belgique, etc. Donc, il y a quand même quelque chose derrière, hein. Sur 5 ans, cet ETF, il a pris 48% et sur 10 ans, là, il nous a pris 137%. Donc, c'est quand même pas une performance ridicule, c'est positif et ça peut ajouter quelque chose au portefeuille, même si on verra que ça peut aussi ne pas être toujours intéressant. Quand on descend, tu vois que cet ETF il est noté 4 étoiles sur 5, qu'il est en physique, ça veut dire qu'il achète réellement les actions dont on va parler et il est en distribution, donc il te redistribue les dividendes et en semi-annuel, ça veut dire qu'il va te le redistribuer 2 fois par an, tous les 6 mois. On est à un ratio de 0,65 en TER, Total Expense Ratio, c'est les frais qu'on te prend pour ton ETF. Généralement, le chiffre qu'on voit est mauvais. Savais-tu cela? Mais oui, abonne-toi à Goteco et tu découvriras qu'en fait, ensemble, à chaque fois, on va analyser le document KID et vérifier les frais puisqu'il y a toujours et très souvent des frais cachés qu'on va essayer de voir ici
ensemble. L'ETF date de 2007, donc ça c'est bien. Pour moi, je trouve c'est bien un ETF assez ancien, bien capitalisé, c'est le plus gros dans le domaine. Et au niveau de la répartition des actifs, tu vois qu'on est beaucoup sur de l'industrie et aussi sur des services publics, puisque l'eau est souvent gérée par les services publics, ça c'est vrai aussi. En descendant, on a des entreprises aux États-Unis avec Xylem, je connais, j'ai déjà entendu parler, donc c'est une entreprise très connue. On a le Royaume-Uni, on a aussi le Brésil, la Suisse, les États-Unis, la France avec Veolia, c'est connu exactement. En Suisse, Geberit, j'en parlais justement il y a 2 minutes. Donc des entreprises bien actives dans le domaine de l'eau. Cet ETF est noté 4 sur une échelle de 1 à 7 en domaine de risque. Donc un ETF monde, pour te donner une idée, est noté 4. Donc ici, on est au même type de risque qu'un ETF monde. On n'est pas censé perdre de l'argent, même si il y a toujours évidemment des risques. En dessous, au niveau des recommandations futures, on peut estimer au niveau des prévisions que sur 5 ans avec 10 000 $ investis, c'est la colonne de droite, on aurait dans le pire des scénarios jusqu'à 3 000 $ sur 10 000. Et si ça se passe plutôt bien, entre 9 et 15 000 $. Donc un placement plutôt correct. Si ça cartonne, si l'eau prend vraiment de l'ampleur, on arriverait jusqu'à 23 000 $, donc plus que doubler notre investissement en moins de 5 ans, ce qui serait vraiment pas ridicule. Derrière, ces chiffres, ils sont estimés grâce à des scénarios qui sont arrivés entre décembre 2021 et 2024, en 2021, 2019, 2014. Donc, sur la dernière décennie, ils ont pris des données et ils te sortent ce tableau qui ne présage pas des performances futures puisque les performances passées ne garantissent pas ce qui va se passer dans le futur, mais ça donne vraiment une idée générale. J'aime bien ce genre d'indication, même s'il faut prendre ça avec des pincettes. Derrière, au niveau des frais, voilà, tu vois, c'est presque systématique en fait dans les ETF. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus sur YouTube, mais il y a presque à chaque fois des coûts cachés qu'on ne voit pas. Tu vas sur des sites connus genre Just ETF, etc. On te montre un taux global et en dessous, il y a d'autres petits frais qu'on ne trouve que dans ce document qu'il faut prendre le temps d'analyser et que les gens ne font pas en général. Bref, je ne vais pas m'énerver ici. 0,65 c'est ce qu'on nous a promis et il y a aussi 0,09 de coût de transaction. Donc l'ETF te prend la 0,09% de la valeur de ton investissement par an, d'accord, pour supporter les coûts lors des achats et reventes d'entreprises, puisqu'ici il y en a dans plein de pays, ok, admettons. Ce qui me fait en fait non pas 0,65 mais 0,74 de frais, ok, sur 10 000 € sur 5 ans, 10 000 $ ici, ça ferait 594 $. Donc deuxième ETF, je vais accélérer sinon ma vidéo elle va durer encore 1 heure. Le code ISIN est ici, je te le mets toujours en description. Je vais tout te mettre en description et ça reste les ETF les plus gros du secteur. L'ETF Van Eck Video Gaming and eSport est un ETF qui va se baser sur les jeux vidéo en fait et surtout le domaine de l'e-sport. Quelque chose qui est en pleine expansion, d'accord. Il y a 10-15 ans, on disait que les jeux vidéo c'était pour les gamins et aujourd'hui on fait des compétitions avec des cash prizes à parfois plusieurs millions d'euros. Donc l'e-sport est vraiment un domaine qui peut être porté à l'avenir. Cet ETF sur 1 an ici, tu vois d'ailleurs il est un peu technologique, il a pris 60%. Vraiment, c'est une dinguerie en fait. On est passé ici de 30 € à presque 60 €, 54 €. C'est énorme en fait, d'accord? Un ETF gaming, tu vas voir qu'évidemment il prend des entreprises technologiques qui servent au domaine du gaming, donc il n'est pas du tout ridicule en fait. Dans la situation actuelle, sur 5 ans, il a pris 150%. Donc c'est plutôt intéressant, il coûtait à peu près 20 $, on est à plus du double, on est à 53 $ aujourd'hui. Donc un ETF qui a 4 étoiles sur 5 et un TER de 0,55 de frais. C'est plutôt élevé, il a été créé en 2019, il est relativement ancien et il est physique capitalisant, ça veut dire qu'il va vraiment acheter les actions et qu'il va capitaliser les dividendes, ne pas te les distribuer, permettant ainsi l'évitement de certaines taxes. Derrière, au niveau de la répartition, on est sur 59% de services de communication, on est sur de la technologie, presque à 30%, donc ça c'est important. Au niveau, ici on est à 100% en actions évidemment, on a des entreprises aux États-Unis comme Roblox, Microdevice, c'est connu, Electronic Arts, GameStop, Unity Software, Take-Two qui font GTA si je ne me trompe pas, donc ça c'est vachement intéressant. Tu as aussi Nintendo au Japon, tu as NetEase et Tencent en Chine, bref des entreprises vraiment dans le domaine du jeu vidéo et de l'e-sport qui travaillent là-dessus, donc c'est plutôt intéressant je trouve, l'histoire derrière est sympa. Il faut que je t'affiche ici le document qui dit donc 0,55%, capitalisation, réplication complète, donc il achète réellement les actions et il n'y en a que 25. Donc les 10 positions que je viens de te présenter, plus 15 autres que tu peux aller chercher si tu veux. La taille du fonds, c'est plus de 500 millions, donc c'est pas ridicule, c'est assez intéressant. C'est un ETF qui est plutôt fiable à partir de
100, 200, 300 millions idéalement, on parle d'un ETF fiable qui n'est pas censé être restructuré, transformé, supprimé ou mélangé à autre chose. Il est censé avoir sa place dans le game des ETF. ETF gaming, tu as compris. Au niveau des documents, cet ETF, il a un risque 5 sur une échelle de 1 à 7, donc un peu plus risqué qu'un ETF classique monde ou quoi. Au niveau de la performance, on nous promet entre 2000 et 60 000 $, ça c'est incroyable en termes de rendement. Donc un ETF qui pourrait complètement exploser si vraiment ça fonctionne. C'est un peu le cas de la plupart des ETF thématiques. Si le pari fonctionne, ça cartonnerait derrière. Au niveau des frais, c'est ça qu'il faut toujours vérifier. On est à 0,55 et 0,02, donc on est à 0,57. C'est assez élevé tous ces frais puisque sur un ETF basique, ETF SP500, tu peux trouver du 0,03 carrément, donc c'est que dalle et ça va jusqu'à 0,4, 0,5, donc plus de 0,5 c'est un peu cher. Après, c'est des ETF qui sont moins capitalisés, il y a plus de coûts à supporter, donc c'est normal qu'il soit un peu plus cher. Ça doit rester une petite ligne, je trouve, un pari, mais encore une fois, chacun est responsable, tu fais ce que tu veux. Je passe sur le troisième ETF, l'ETF MSCI India, c'est le principal en Inde. Il y a plusieurs indices, j'ai présenté ça dans une autre vidéo. Le code ISIN, je te le mets en description. Cet ETF India, sur un an, il a quand même fait du 20%, donc c'est énorme, d'accord? Presque un ETF SP500 a fait du 27% si je ne me trompe pas. Un 21% ici, c'est énorme, donc c'est vraiment pas mal du tout. On est passé de 7,60 à 9,60. Il y a plusieurs choses qui expliquent là. Ça, notamment les problèmes en Chine qui ont fait que les investisseurs qui mettaient leur argent en Chine l'ont délocalisé vers l'Inde majoritairement. L'Inde qui est un pays très accueillant pour les investisseurs étrangers, notamment en termes de fiscalité, il leur déroule presque le tapis rouge. Donc, fais quelques recherches à ce sujet. L'Inde est prête à recevoir des fonds. Sur 5 ans, on n'a que 40%. Après, cet ETF, il est récent, il date de 2018, donc il est tout récent. Il n'a par contre que 3 étoiles de cotation. Parce que tu verras que les frais sont assez élevés. Même si c'est le plus gros ETF Inde, les frais sont plutôt élevés, c'est compliqué apparemment. L'ETF, il est physique et capitalisant, donc il achète réellement les actions, ça c'est une bonne chose. Au niveau de la répartition, forcément, on va avoir des entreprises en Inde principalement avec Reliance, une entreprise, si je ne me trompe pas, dans l'immobilier. On a ICI, là c'est une banque, oui c'est marqué en plus banque. On a plein d'entreprises indiennes. Et ça représente déjà 37% de l'indice avec ces top 10. Il y a combien d'entreprises dedans? Je vais t'afficher ça ici. 151 positions, 5 000 millions d'encours, c'est énorme, d'accord, pour un ETF. 5 000 millions d'encours, 151 positions en échantillonnage physique. Donc il achète vraiment les actions, mais pas toutes. Il en achète une sélection pour représenter l'indice complet. Au niveau des frais, je vais très vite, tu pourras faire des arrêts sur image si tu veux. Au niveau des frais, on est sur du risque 5 sur une échelle de 1 à 7. Au niveau des performances, entre 1000 et 19 000 pour 10 000 $ investis. Et on est ici à des frais à 0,65 plus 0,04, donc presque 0,7 de frais. C'est assez beaucoup pour un ETF, même si ne nous cachons pas de dire que les frais bancaires pour des placements en banque, on avoisine les 2 ou 3%. Je te montre le Franklin Templeton FTSE India, un indice différent. Revenons sur moi et je te montre ici qu'il y a 243 positions, qu'il est en capitalisation réplication complète. Donc il achète vraiment les 243 positions. C'est un ETF avec plus de 1000 millions d'encours sous gestion et apparemment beaucoup moins de frais, 0,19%. On a ici 3 étoiles sur 5, physique capitalisant, d'accord, créé en 2019, c'est important. Dans la répartition, ici, je te dis qu'on a plein d'entreprises indiennes, c'est logique, 30% de l'indice seulement puisque forcément, il y a beaucoup plus d'entreprises et qu'elles sont en pas en échantillonné, elles sont en réplication complète. Derrière, tu peux voir ici que on a un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, donc moins risqué puisqu'il y a plus d'entreprises, même si on est très concentré sur l'Inde évidemment. Donc pour moi, ça reste plus risqué qu'un ETF monde. On nous promet entre 1000 et 19 000 $ sur 5 ans et au niveau des frais, on est à 0,2. Si je regarde dans le tableau 0,19 et 0,01, c'est plutôt correct, merci. On est sur des frais corrects. Et l'ETF est-il bien capitalisant? Je ne sais plus. Il est capitalisant, c'est ça que je voulais savoir. Franchement, peut-être un bon choix par rapport à l'autre, à toi de savoir, je te laisse faire tes propres recherches. Passons à l'ETF suivant. Et il s'agit de l'ETF Metaverse. Encore une bonne surprise, tu vas voir, regarde ici, sur un an, cet ETF Metaverse, il a quand même fait 33%. Il bat le SP500, c'est incroyable. Un ETF qui a
cartonné alors que le métaverse, on n'en parle quasi plus sur les réseaux sociaux. C'était soi-disant la grande vague il y a quelques années. On est retombé pas mal et puis maintenant c'est reparti à la hausse puisque forcément l'IA, la vague de l'IA reprend les entreprises du métaverse. Donc finalement c'est un peu les mêmes. Et sur 5 ans, on a un ETF qui fait 100%, donc pas ridicule. Et sur 10 ans, on n'a pas les données puisque cet ETF, il date de quand? Il date de 2022, donc assez récent. Il est physique capitalisant, il achète vraiment les entreprises. Qu'est-ce qu'il y a comme entreprise dedans? On va aller regarder, principalement les États-Unis, Japon et Canada. Beaucoup d'États-Unis quand même, à près de 50%. Il y a Coinbase, donc une entreprise plus crypto-monnaie. On a Shopify, Nvidia, Meta évidemment. On a Roblox, Electronic Arts, Nintendo, des entreprises qui sont dans les jeux vidéo, mais qui ont un impact sur l'idée de métaverse puisqu'ils savent créer des univers fictifs. Donc, ils peuvent avoir leur place dans ce genre d'indice. Il y a du Adobe aussi, entreprise intéressante qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup dans d'autres indices, tu vois. Donc, je trouve ça sympa de retrouver un peu plus ces entreprises ici qui sont différentes. Genre Nintendo, je ne le vois pas beaucoup dans mes ETF classiques. Et je me dis, tiens, Nintendo, c'est une entreprise en laquelle je crois. Je trouve ça chouette ici de l'avoir à 2% et demi, tu vois. Et via mes ETF, je l'ai finalement à 4, 5, 6% et j'ai quelques billets mis sur Nintendo. Pourquoi pas Roblox aussi, ou tantôt on a vu Take-Two, une entreprise qui gère GTA, donc il va y avoir GTA 6. Pourquoi pas? C'est intéressant, je trouve, c'est chouette, d'accord? Chacun, encore une fois, fait comme il veut. Nous avons une échelle de risque à 5, donc relativement plus risqué qu'un ETF monde. On est à 2600 dans le pire des cas, 40 000 dans le meilleur des cas si ça cartonne comme ça c'est arrivé sur le passé. On pourrait faire x4 en 5 ans, ce qui serait incroyable. On est à 0,5 plus 0,01, donc ça reste toujours un peu cher, mais pour un ETF thématique, c'est abordable, 0,51 de frais. Donc on est sur un ETF qui avait à peine 111 millions d'encours sous gestion en réplication complète et 75 entreprises, 75 positions. Tout est acheté par l'émetteur ici iShares. Il est capitalisant et réinvestit les dividendes. Et 111 millions, ça commence à être intéressant. J'avais dit 300 millions, c'était idéal. 100 millions, ça commence à être assez fiable pour un ETF, même si ça reste relativement faible. Passons sur un ETF Japon, d'accord? J'ai pris le MSCI Japan UCITS, le principal ETF sur le Japon finalement. Une économie qui a été assez léthargique par le passé, d'accord? Le Japon, ça a vraiment été la bête noire de certains investisseurs par le passé, les plus vieux que nous te le diront. Le Japon, il y a des moments ça a monté et puis ça n'a rien fait pendant 10 ans. Il y a des moments où il remonte. Ici sur un an, qu'est-ce qu'ils ont fait au Japon? Ils ont fait 16%. Pas ridicule, mais on parle de un an vraiment si tu as pris il y a un an. Parce qu'un peu plus tard ici, sur 6 mois, tu vois qu'on n'a que 6%, c'est pas incroyable, d'accord? Sur 5 ans, tu aurais fait 33%. C'est vraiment pas ouf le Japon. Cependant, c'est une économie qui peut faire de belles surprises à l'avenir. Pourquoi pas? Ils sont physiques capitalisants, il y a 3 étoiles sur 5 seulement, 0,12 de frais, ça c'est pas très cher. Un ETF de 2018 et au niveau des actifs, on est plutôt diversifié dans les secteurs et évidemment des entreprises au Japon telles que Toyota, Sony, Mitsubishi. On a Tokyo Electron, ça je connais aussi. Bref, quelques entreprises japonaises bien connues qui peuvent être intéressantes. Si tu y crois, pourquoi ne pas t'intéresser à ce type d'ETF? Un rapide coup d'œil au document du fonds. Le risque est seulement à 4 sur 7, donc c'est relativement stable. Peu de probabilité de perte, mais les gains ne sont pas incroyables non plus. Ce n'est pas pris en compte dans les risques. C'est pour ça qu'on regarde aussi ce tableau. Si tout se passe mal, on aurait 2800 yens sur 10 000 investis. Si ça se passe bien, jusqu'à 17 000. Donc, on peinerait à doubler notre investissement. Ce n'est pas des énormes promesses, mais ça peut être une diversification, ça peut être une logique. Les frais ici sont vraiment intéressants. 0,12 et 0,01, ça fait 0,13. C'est franchement honnête, c'est pas très cher. On est dans le bas des ETF, il y a moins cher que ça, mais pour investir au Japon, ça me paraît honnête. Je t'affiche ici un récapitulatif. On sait qu'il est en capitalisation complète, d'accord? Donc, il achète vraiment les 202 actions de l'indice et il a quand même 3200 millions d'encours sous gestion. Donc, un ETF solide. Il y a des gens qui y croient. Pourquoi ne pas t'y intéresser? Je passe sur un Nasdaq. On n'en parle pas assez en fait. Il est assez connu évidemment. C'est un ETF qui est très très connu. Les 100 entreprises les plus importantes sur le Nasdaq et celui-ci est le plus gros. Il a fait 37% sur un an. C'est phénoménal, d'accord? C'est incroyable. 37% ici.
Et sur 5 ans, il a fait 170%. Sur 10 ans, il a fait 500%. C'est incroyable. 500%, 530% de performance. C'est la plus grosse perf qu'on a vue. Est-ce que ça va continuer? C'est ça la question. Le Nasdaq 100 a surtout des entreprises de la technologie. Au niveau des notations 5 étoiles, physique capitalisant, créé en 2010, donc un ETF ancien. 0,33 de frais, c'est un peu cher pour un ETF classique tel que le Nasdaq 100. Je vais y arriver. On est plus ou moins diversifié, même si on est largement sur des technologies dans le Nasdaq. On n'a que des entreprises aux États-Unis, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Broadcom, Tesla, Alphabet, ça c'est Google. Donc là, on est vraiment sur les grosses entreprises américaines de la tech. Si tu as déjà un SP500, le Nasdaq 100 peut permettre d'appuyer encore un peu plus fort sur la technologie. C'est pas ridicule encore une fois, toujours aucun conseil encore une fois. Le risque est à 5 sur une échelle de 1 à 7, donc un peu plus risqué qu'un ETF Monde ou SP500 classique. Au niveau du rendement, on te dit après 5 ans avec 10 000 $, tu peux sortir avec 2700 si c'est la catastrophe et jusqu'à 22 voire 34 000 $. Donc tu pourrais tripler ton investissement si on a un scénario excellent qui se répète comme par le passé. Derrière, on va voir qu'on a 0,33 de frais et pas de frais cachés, donc 0,33 pour cet ETF, ce qui est relativement honnête. C'est un peu plus cher que les ETF classiques, mais ça reste, je trouve, correct, 0,33. Un ETF, je te l'ai dit, ça va entre 0,10 et 0,50 généralement. Au-delà de 0,40, 0,50, je trouve ça un peu cher. 0,10, 0,20 et ici 0,33, c'est plus ou moins, c'est moyen. En tout cas, pour une ligne moins importante. Si tu comptes investir beaucoup sur un ETF, il vaut mieux vraiment avoir les frais les plus bas possibles pour un ETF classique. Ici, il n'y a pas 46 solutions. Tu peux les comparer avec d'autres ETF Nasdaq, évidemment. Cet ETF Nasdaq qui est en capitalisation avec 102 positions. Normalement, c'est le Nasdaq 100, donc il devrait y en avoir 100. 15 600 millions, c'est monstrueux en taille de fond pour un ETF thématique. Pas vraiment le Nasdaq 100, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Passons sur un ETF semi-conducteur. Alors, il y a des ETF IA, mais je ne suis pas vraiment fan. J'ai préféré te présenter un ETF semi-conducteur qui a quand même pris 35% en un an. C'est la folie. Tu vois qu'ici, on a un pic avec la hype de l'intelligence artificielle et puis une chute. Et puis, ça remonte petit à petit puisque finalement l'intelligence artificielle est très importante. C'est typique des ETF thématiques. Tu as vraiment un pic au début et puis une chute et puis ça stagne ou ça remonte. À voir ce que ça va donner. On nous promet 0,35 de frais, on va vérifier ça ensemble. Physique capitalisant, Amérique du Nord évidemment. Et 4 étoiles, un ETF de 2020, donc qui est pas si récent que ça finalement. Dedans, on est à presque 100% en technologie. Donc si tu veux aller en fond sur la tech, c'est un ETF qui peut être intéressant. Nvidia, Broadcom, Taiwan, Semiconductor évidemment, ASML aux Pays-Bas en Europe. On a Texas Instruments, Micro Technologies, etc. Donc des entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est un Van Eck, émetteur bien connu, qui aime bien les trucs un peu spéciaux et un risque 6 sur une échelle de 1 à 7. C'est le premier qu'on voit, donc assez risqué comme placement. Attention, qui peut te promettre jusqu'à 1 000 $ si c'est la catastrophe après 5 ans et jusqu'à presque 60 000 $. Donc tu pourrais multiplier ton investissement par 6 sur 5 ans. En tout cas, c'est ce qui est arrivé dans le passé. Encore une fois, ça ne présage pas des performances futures, mais c'est capable de faire ça. C'est plutôt intéressant. Ouf! Ça reste des paris. Attention, encore une fois, c'est dangereux les ETF thématiques. 0,35% pur, il n'y a pas de frais cachés. On est plutôt correct selon moi. Van Eck Semiconductor, donc qui a 25 positions seulement dans le domaine des semi-conducteurs, donc les puces qui permettent de faire l'intelligence artificielle, de faire fonctionner aussi les ordinateurs, les téléphones, tout ça, avec 2400 millions d'encours, donc un ETF plutôt respectable. On passe sur un ETC Or, tu peux l'afficher ici. Un ETC est un fonds, en fait, Exchange Traded Commodities. Ça veut dire qu'on ne va pas acheter des entreprises dans le domaine de l'or, mais on va acheter de l'or lui-même, de l'or physique, et on appelle ça même en fait de l'or papier. Ça veut dire quoi? Que en fait il y a un émetteur, ici c'est iShares, ce que je te propose, c'est le plus gros émetteur, l'ETC Or, qui va acheter de l'or, le mettre dans des coffres et le sécuriser, et toi tu peux acheter une partie de cet or, mais tu ne l'as pas à la maison forcément. Donc, on appelle ça de l'or papier puisqu'on l'achète et on en est propriétaire indirectement. Un fonds ici comme BlackRock, normalement c'est fiable, d'accord? Sur un an, l'or il a fait 36%, c'est énorme. Sur 5 ans, il a fait 87%.
et sur 10 ans, 127%. Tu vois qu'il y a des périodes où l'or, il fait rien, d'accord, pendant plusieurs années. Mais de manière générale, à long terme, l'or augmente, surtout en période ici de crise. C'est compliqué, d'accord, si la situation mondiale se stabilise et que tout va mieux, l'or, il pourrait stagner, diminuer, c'est compliqué. Une fois qu'ils ont acheté des réserves d'or, les États et tout ça, ils ont du mal à les vendre. Donc, on verra ce que ça donne. L'or, si tu veux en acheter de manière papier, de manière vraiment virtuelle, tu peux le faire via ce type d'ETC. Je te mets toujours les codes ici en description, même s'il y en a plusieurs de chaque ETF et ETC que je te présente. À toi d'aller faire des recherches supplémentaires. Physique capitalisant. Qu'est-ce qu'on a dedans? Principalement de l'or. Et au niveau des documents, on nous explique que c'est un risque 4 sur une échelle de 1 à 7. Ils auraient même pu mettre un risque 3, hein, mais bon, c'est eux qui gèrent. Et au niveau du rendement potentiel, on te dit que tu peux avoir entre 4000 si ça se passe mal. Donc, c'est plus élevé hein, pour la plupart des placements qu'on a observés. Et jusqu'à 17 000 si ça se passe bien. L'or, il nous coûte 0,12 par an sans frais cachés, donc c'est plutôt honnête. Tant qu'on y est, je passe sur un ETC argent. Donc là, c'est le même principe, sauf qu'on va acheter de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait l'argent sur un an? On a fait 33%, donc c'est aussi très impressionnant, sachant que cet ETF il est à peu près 10 fois moins capitalisé que l'ETF or, hein. Il y a 1500 millions d'encours sous gestion je pense, ce qui reste énorme, mais beaucoup moins que pour l'or. Et l'argent est un métal un peu de second rang vers lequel se tournent les investisseurs qui trouvent que l'or est trop cher, sachant que l'argent a beaucoup d'utilisations dans l'industrie, telles que dans les semi-conducteurs justement, dans tout ce qui est, parce qu'il y a des conducteurs d'électricité, il y a aussi tout ce qui est dans les panneaux solaires, il y a dans plein de choses et l'argent est non renouvelable, on a du mal à le récupérer, à le recycler. Donc, ça peut être une ressource qui deviendrait de plus en plus rare à l'avenir. 33% sur un an, c'est correct. Sur 5 ans, par contre, 81%, c'est pas fou, mais c'est très bien. Et sur 10 ans, 117%. Voilà, on a connu mieux, mais c'est une diversification, c'est différent d'investir dans les métaux précieux et on peut le faire ici de cette manière. Au niveau des frais, ça a l'air supérieur à 0,49, on va aller vérifier ça ensemble. On est chez WisdomTree et on a un risque 5 sur une échelle de 1 à 7. Au niveau des rendements, entre 2000 et 19 000, ok, c'est classique. Et sur les frais, on est à 0,49 et rien d'autre. Donc on est bien à 0,49 de frais. C'est un peu cher, mais ça reste correct pour investir sur l'argent. C'est tout pour moi des ETF. J'aurais pu t'en proposer encore plein d'autres. Dis-moi en commentaire si tu veux une partie 2 et si tu es encore là à ce moment de la vidéo parce qu'elle doit être super longue ma vidéo. Je peux vous faire une partie 2. J'ai encore plein d'ETF à te présenter, plus farfelus les uns que les autres. Il y a quand même, tu l'as vu, certains ETF qui ont des performances incroyables. Donc il y a quelques belles opportunités à saisir. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Investir comporte des risques, surtout en ETF thématiques. N'oublie jamais ça. Va voir mon disclaimer en description. Va aussi checker les codes ISIN et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.